Alors, le mot réenchantement, tout d'abord, a retenu mon attention, puisque c'est un mot qu'on utilise rarement en pédagogie. Mais j'ai beaucoup aimé ce mot, ça m'a donné envie de connaître la suite, parce que la morosité ambiante, je trouve, est très néfaste quand on éduque des enfants, puisque avant tout, éduquer des enfants, pour moi, c'est leur faire aimer la vie, leur montrer que la vie vaut la peine d'être vécue. Et c'est vrai que quand le discours est très négatif, c'est quand même difficile à faire passer. Donc pour moi, réenchanter dès le début, ça voulait dire se mettre dans la bonne posture, celle qui doit être la posture d'un éducateur, c'est-à-dire enchanté, optimiste et aimant la vie et la faisant aimer aux enfants qui lui sont confiés. Dans quel établissement tu ressens cette morosité? Alors je ressens cette morosité beaucoup dans le discours des familles, qui sont inquiètes par rapport à l'avenir de leurs enfants, dans le discours des enseignants qui font un métier difficile, qui ne sont pas toujours reconnus pour le métier qu'ils font. Et je l'entends parfois aussi dans le discours des enfants qui peuvent être gagnés par l'inquiétude des parents et des enseignants. C'est ce qui me touche le plus. Et d'ailleurs, on fait déjà beaucoup de choses, parfois s'en rendre compte. Donc déjà, prendre conscience de ce qu'on fait déjà, de ce qui se passe et qui est positif. Ensuite, se dire qu'on peut changer les choses qu'on veut voir changer, encore faut-il s'en donner les moyens. Ce qui me plaît beaucoup aussi dans la démarche, c'est la façon dont elle s'organise. C'est qu'on va interroger les gens qui sont au quotidien avec les enfants pour justement réfléchir à la façon dont on a de les accueillir, de vivre avec eux, pour permettre à l'école d'être un lieu de paix, un lieu de bonheur, un lieu aussi où on peut développer toutes ses compétences et puis développer toutes les facettes de sa personne. Et donc ça me semble important justement que ces personnes-là soient interrogées, que ce ne soit pas quelque chose qui vienne d'en haut, mais quelque chose qui se construise à partir de la base, parce que les gens qui travaillent au quotidien avec les enfants ont beaucoup de choses à apprendre à toutes les personnes qui, elles, construisent des textes, construisent des référents qui peuvent parfois être un petit peu un peu lointains. Alors la démarche serait de s'interroger sur ce que peut vraiment ressentir un enfant, ce qu'il peut vraiment vivre dans toutes les phases de sa journée, par exemple, ou dans toutes les phases de sa scolarité. Se mettre un petit peu à sa place. Qu'est-ce que ça lui fait, lui? Un exemple tout bête, quand il se réveille de la sieste et qu'on le met en récréation en hiver, donc il quitte son lit, on lui met un bonnet sur la tête et on le met en récréation alors que dehors il fait 5 degrés. Qu'est-ce qu'il peut ressentir à ce moment-là? Pour moi, réenchanter l'école, c'est déjà lui permettre de se réveiller en prenant le temps, de ne pas sortir quand il fait froid tout de suite, de pouvoir avoir un temps calme, un temps de jeu, de façon à ce que progressivement il puisse être prêt après peut-être à sortir. Pour moi, réenchanter l'école, ça passe par des choses très simples comme ça. Écouter l'enfant quand il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais pas seulement l'écouter pour dire voilà, tu as parlé, je t'ai écouté, mais pour qu'il y ait des suites, c'est-à-dire pour qu'on puisse réussir à changer des choses. Réenchanter l'école, c'est aussi permettre aux enfants de s'organiser entre eux pour dire ce qui va bien et ce qui ne va pas bien, et pour pouvoir ensemble imaginer des solutions de remplacement. Par exemple, quand les enfants disent à la cantine, quand on n'a pas mangé assez vite, on nous dit dépêche-toi de manger parce qu'il y a les CM2 qui arrivent par exemple, c'est pas seulement dire oui, on vous entend, c'est noté et puis hop on passe à autre chose, mais c'est changer l'organisation de la cantine pour que les enfants aient vraiment le temps de manger. Alors c'est vrai que quand j'ai lu le document du réenchantement, j'ai trouvé des liens directs avec notre projet d'école. J'ai trouvé aussi des liens directs avec le projet éducatif de notre tutelle et le projet diocésain. Alors, on a tous ces projets en fait qu'on s'est amusé à mettre les uns à côté des autres parce qu'on est aussi en ce moment dans une démarche où on réécrit notre projet d'établissement. Donc pour écrire notre projet d'établissement, on a mis les uns à côté des autres ces projets-là, en se disant qu'est-ce qui croise, qu'est-ce qu'on trouve comme point commun entre tous ces projets. Et ce qu'on trouvait comme point commun, c'était le souci de considérer l'enfant ou le jeune dans toutes les dimensions de sa personne.
pas seulement un élève, ne pas dire alors les élèves doivent réussir, avoir de bonnes notes, mais penser l'enfant ou le jeune dans sa dimension spirituelle, dans sa dimension affective. Et donc ça ouvre un petit peu les champs de nos préoccupations à l'école. On n'est plus seulement dans une préoccupation pédagogique, même si cette dimension pédagogique est très importante, elle le demeure, on est quand même un lieu où on acquiert des compétences et des connaissances. Mais prendre en compte toutes les dimensions de la personne, ça nous permet aussi de montrer à l'enfant qu'il est accueilli dans sa globalité. Et ça permet aussi aux familles de sentir qu'elles sont accueillies dans leur globalité, enfin en fonction de ce qu'elles sont, pas de ce qu'on voudrait qu'elles soient, mais de ce qu'elles sont avec leurs forces, mais aussi parfois leurs difficultés, leurs faiblesses. Montrer que l'école est prête à entendre et à prendre en compte ces difficultés. Donc l'idée de se dire qu'on pouvait sur un vendredi de la fraternité s'arrêter pour pouvoir se poser et prendre le temps de l'échange sur des sujets qui sont des sujets quotidiens de l'école, peu importe, mais sur des sujets variés, mais prendre en tout cas le temps d'une pause, ça me semble obligatoire. On ne peut pas vivre sans ça, sinon on finit par perdre le sens de ce qu'on fait. Et perdre le sens de ce qu'on fait, ça peut nous amener aussi à perdre le plaisir de ce qu'on fait, faire pour faire, mais faire sans vraiment savoir pourquoi on le fait, ni pourquoi on le fait de cette façon-là. Le mot fraternité, il résonne beaucoup pour moi parce qu'une école catholique, c'est avant tout une école de la République. Donc le mot fraternité, c'est un des mots importants de la devise de la République. C'est celui, pour moi, qui est le croisement entre une école républicaine, qui est le cas de l'école catholique, mais aussi une école catholique. Donc le mot fraternité, pour moi, c'est vraiment le mot sur lequel on peut baser les valeurs de ce qu'on vit au quotidien. La fraternité, elle est plurielle dans une école. Ça va être la fraternité, par exemple, entre les enfants. Ça, elle est importante parce qu'eux-mêmes, je crois que si on leur demandait pourquoi est-ce que tu viens à l'école le matin, la première réponse c'est pour retrouver les copains et les copines. Donc là, on parle bien de fraternité. Il y a une fraternité dans les équipes des enseignants. Quand elles se chamaillent les unes avec les autres, ou quand il y a un conflit, elles sont très malheureuses à cause de ça. Et ça se comprend puisque elles ne sentent plus cette valeur de la fraternité à l'école. Une fraternité aussi avec les familles, puisqu'on les accueille, on leur montre qu'on va les écouter, qu'on va prendre en compte leurs difficultés, comme je le disais tout à l'heure. Et ensuite, on a la fraternité donc, dans chaque groupe, et puis les groupes les uns avec les autres. La fraternité, ça permet, je dirais, à chacun d'être reconnu, et puis surtout de pouvoir se construire une personne solide, et qui a envie de se connaître elle-même et envie de connaître les autres. Alors, pour organiser le vendredi de la fraternité, une fois que j'ai pris connaissance de cet événement, puisque je n'ai jamais été dans un établissement où ça s'est fait de façon habituelle. Donc, quand j'ai pris connaissance de cette invitation à organiser les vendredis de la fraternité, ma première démarche a été d'en parler à l'équipe des enseignants. Donc, vous êtes une quinzaine, tu m'as dit. Voilà, il y a à peu près une quinzaine d'enseignants. Alors là, je n'avais pas le personnel d'éducation, le personnel au GEC, puisqu'on le fait un mercredi matin et qu'on est à la garderie du mercredi matin. Donc on n'a pas pu réunir tout le monde, c'était dommage, mais les contraintes ont fait que ce n'était pas possible. Donc avec les enseignantes, je dis enseignantes puisqu'il n'y a pas d'hommes, donc je leur ai proposé cette invitation, et pour que les choses soient claires, je leur ai donné des grandes indications. Et j'ai dit, à partir de ces indications-là, on va construire ensemble ce qu'on imagine pour nous que pourrait être une rencontre de la fraternité, un vendredi de la fraternité. Donc déjà, on a commencé à essayer de savoir pour quelles raisons est-ce qu'on va inventer ce jour-là. Et là, j'ai parlé du besoin de faire une pause. Même elles le réclament, puisque souvent elles disent on est le nez dans le guidon, on ne s'arrête jamais, on ne regarde pas en arrière. Donc on a reparlé des raisons d'organiser le vendredi de la fraternité. Ensuite, on s'est demandé à quel moment on pouvait le faire. L'invitation stipule que ça doit être, ou ça peut être, le premier vendredi de décembre. C'est ce que j'ai suggéré aux enseignantes, et il s'est avéré que, compte tenu, nous, de nos contraintes
liées à l'établissement, mais aussi qui sont des contraintes un petit peu globales du mois de décembre, on s'est dit que c'était peut-être pas le mieux. Donc on s'est donné la liberté de l'organiser à un autre moment que le premier vendredi du mois de décembre. Ensuite, on s'est demandé qui serait concerné. Et là, j'ai bien expliqué à l'équipe qu'en fonction de ce qu'on voulait vivre, on allait décider de qui allait être concerné. Qu'on ne commençait pas par se demander qui pour se demander pourquoi faire, mais que c'était plutôt dans l'autre sens. Les possibles sont... Enfin, je dirais qu'il y a les incontournables. Pour moi, on ne pourra pas se passer des élèves, ça c'est obligatoire, ni de l'équipe enseignante, ni de l'équipe éducative. Ensuite, on s'est interrogé par rapport aux familles, aux parents. Est-ce qu'on les associe, est-ce qu'on ne les associe pas? Je n'ai pas voulu l'imposer, j'ai voulu tester un petit peu mon équipe pour voir ce qu'elles en pensaient. Et très vite, il a été évident que les parents devaient être aussi associés à cette journée de la fraternité. Ensuite, on s'est interrogé sur le lieu où ça devait se passer. Donc, ne pas le faire du tout à l'école, ça semblait impossible. Mais par contre, se dire qu'on était obligé de ne le faire qu'à l'école était aussi une erreur. C'est-à-dire qu'on ouvre le champ des autres lieux. Alors ça pourrait être dans un parc, parce que c'est vrai que, enfin moi je suis sensible aussi au côté un petit peu nature. Bon, nous aussi on a un parc à l'école, donc on pourrait le faire éventuellement dans le parc de l'école. Mais on s'est dit, il faut ouvrir d'autres possibilités. Très vite est arrivée une idée par une classe d'un travail intergénérationnel. Donc avec, pourquoi pas des grands-parents, donc les grands-parents de l'école, mais pourquoi pas aussi une maison de retraite, puisqu'on a, nous, une famille qui nous ouvre aussi cette possibilité, puisqu'on a une directrice d'une maison de retraite sur Noisy-le-Grand qui est maman d'élèves. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas aller vivre cette journée-là pour une classe ou deux, peut-être pas pour tout le monde, dans une maison de retraite. On peut aussi sortir de l'école pour vivre le vendredi de la fraternité. Donc plein d'idées, j'ai l'impression. Donc plein d'idées sont apparues qui partaient un petit peu dans tous les sens. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai laissées parler. À partir du moment où elles avaient un petit peu le cadre et surtout qu'elles avaient mesuré l'amplitude de leur liberté, elles se sont senties motivées tout de suite. Et donc, plein d'idées sont arrivées qui partaient un petit peu dans tous les sens, que j'ai notées. Et une idée en amène souvent une autre. Et puis ça crée aussi une dynamique au niveau de la motivation des équipes. Dès qu'elles sentent qu'elles peuvent aller dans une direction et que c'est pas rejeté, qu'au contraire on note tout ce qu'il y a, on va retravailler dessus, mais tout est noté, ça crée cette dynamique-là. Donc tout a été noté et je leur ai dit, prochaine concertation, on fait le point parce que je sais qu'elles vont encore cheminer entre le moment où j'en ai parlé et la prochaine concertation. Donc à la prochaine concertation, on fait un point d'étape pour voir... C'est ça l'horizontalité? Oui, c'est ça, oui. Pour voir où elles en sont, parce que je sais que d'autres choses auront émergé, et pour voir maintenant, au niveau pratico-pratique, comment on fait, quoi. Parce qu'après, c'est bien beau d'aller dans une maison de retraite, mais il faut penser comment on y va, rencontrer le directeur de la maison de retraite, etc. Pourquoi faire, enfin voilà. Après, il y a tous les côtés un petit peu matériels à organiser, mais qui vont s'organiser quand chaque classe sera calée par rapport à ce qu'elle veut faire pour ces rencontres de la fraternité. On a eu aussi beaucoup d'idées sur le tutorat entre les petits et les grands. Donc ça c'est très bien parce que beaucoup d'enseignantes se mettent à se dire moi mes élèves, est-ce qu'ils ne pourraient pas venir dans ta classe présenter un livre ou des choses souvent simples mais qui sont efficaces dans une école primaire. J'ai vécu aussi, j'y pense là, le lancement de ce projet-là avec l'équipe de direction de l'école. Alors là, c'est différent. Voilà, là je suis dans un établissement où il y a plusieurs unités. Donc quand tu dis l'école, c'est-à-dire l'ensemble scolaire? C'est l'établissement. C'est l'établissement. Dans l'établissement où je travaille, il y a aussi un collège, un lycée professionnel, un lycée général et technologique et un centre de formation des apprentis. Donc à l'ordre du jour, à un conseil de direction, nous avions les vendredis de la fraternité et le projet de réenchanter l'école. Donc on en a tous parlé pour se mettre d'accord sur ce que ça représentait pour chacun de nous. Donc là c'était intéressant en fonction du texte de voir comment chacun se l'était approprié, ce que chacun en gardait. Et puis moi j'ai expliqué à ce moment-là le travail que j'avais mené avec l'équipe dont j'ai parlé juste avant, avec l'équipe du primaire, en disant voilà les idées qui sont ressorties.
Et il y a eu un petit peu la même chose qui s'est produite avec le secondaire. Alors là, les contraintes sont différentes, mais on a réussi quand même à avoir beaucoup d'idées qui pourraient permettre aux différentes unités de vivre des choses ensemble. Et c'est pareil, c'est quelque chose qui est en train de couver, on va dire, mais qui a besoin quand même de temps pour s'organiser vraiment. C'est pour ça que pour décembre, on sait qu'on ne sera pas prêt et que c'est pas grave, on décide de faire ça sur janvier, ça pose pas de soucis. Mais j'ai vu aussi des gens qui m'ont croisé dans l'établissement et qui m'ont dit on sait que s'organise quelque chose autour de la fraternité, on en a entendu parler dans nos unités par nos responsables, on a envie d'y participer, donc j'ai vraiment senti un engouement par rapport à ce projet. Ça donne envie de le faire, voilà. Alors, quand je suis arrivé, tu étais en discussion avec ton président d'OGEC, avec un schéma à la main. Un schéma, pardon. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Donc, déjà, le point central de cette carte mentale, c'est inviter à réenchanter l'école dans le cadre des vendredis de la fraternité. Et ensuite, avec 5 grandes questions. Que peut se poser le chef d'établissement qui a envie, qui sent que ça va être bien pour son équipe, que ça va être bien pour les élèves, mais qui se dit comment est-ce que je peux faire? Donc on a 5 grandes questions. Pourquoi? Comment? Quand? Où? Et avec qui? Et à partir de ces 5 grandes questions, on a des possibilités dont on peut s'emparer ou pour lesquelles on peut renoncer aussi. Hein. C'est vraiment un champ de liberté à adapter selon son école. Par exemple, avec qui? On a les élèves, les parents, les enseignants, le personnel éducatif, le personnel administratif, le personnel d'entretien. Voilà, chacun choisit de prendre ou de ne pas prendre toutes les possibilités là, qui sont proposées. Et puis, j'aurais pu aussi mettre des petits ronds vides de façon à pouvoir remplir avec des choses auxquelles moi-même je n'ai pas pensé. Alors, parle-nous des pourquoi. Alors, sur les pourquoi, le premier pourquoi qui me semble important, vivre la fraternité au sein de la communauté. Vivre la fraternité, ça permet, parce qu'on en parle beaucoup de la fraternité, c'est bien d'en parler, hein, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait tout à l'heure, mais pour moi ce qui est le plus important c'est de la vivre, c'est de proposer des événements qui se vivent avant tout. Ouvrir un espace qui oblige à sortir du quotidien, ça veut dire se poser, s'arrêter, se regarder dans les yeux et se poser les bonnes questions à un moment. Favoriser l'attention à la personne. La personne dans ce qu'elle est en tant qu'individu, c'est-à-dire elle-même face à elle-même, on va dire, et ce qu'elle est aussi en tant que personne. Bon, là, ça rejoint notre travail sur l'intériorité, aussi développer son intelligence intrapersonnelle. Voilà, c'est notre projet d'école. Faire évoluer le projet d'établissement, ça peut être aussi, pourquoi pas, l'occasion de prendre des décisions ou de se dire, on n'en veut plus, on ne veut plus vivre les choses de cette façon-là. Donc le vendredi de la fraternité, ça peut être aussi le jour où on fait avancer le projet d'établissement de façon à ce que le projet d'établissement aussi il soit en cohérence avec ce qui se vit dans l'école, que ce ne soit pas juste un texte qu'on donne aux parents le jour de l'inscription. Permettre une parole vraie, ça me semble important. Une parole vraie, c'est surtout une parole qui est entendue, qui n'est pas seulement dite. Faire grandir le jeune dans toutes les dimensions de son être. On en parlait tout à l'heure, c'est peut-être pas la peine que je le redéveloppe. Faire dialoguer les cultures. Donc ça me semble primordial. On a de plus en plus des enfants et des jeunes qui sont traversés par diverses cultures, parfois qui nous échappent nous-mêmes. Je pense à la culture du numérique par exemple. Elle échappe parfois aux enseignants ou aux éducateurs, pas toujours. On a des enfants de différentes cultures, mais pour qui l'école doit être le lieu où on peut parler de la culture qui nous traverse, de façon à ce que ce soit bien vécu et de façon à ce que ce soit bien aussi assumé par les familles et par les enfants. À l'école primaire, ça se passe en général très très bien. Les enfants parlent très librement de leur culture, si c'est une culture particulière, ou même de leur religion quand ils ont une religion différente. Mais je pense que c'est à l'école primaire qu'on peut les préparer à vivre le chamboulement de l'adolescence, où justement parler des différentes cultures, ça devient parfois plus compliqué.
Je pense que ça se prépare à l'école primaire. Donc plus on en aura parlé, et mieux ce sera. Voilà. Et puis j'avais mis pourquoi pour éventuellement prendre des décisions. Voilà pour les pourquoi. Je crois qu'il faut que chaque chef d'établissement puisse construire sa façon de vivre le réenchantement en fonction de ce qu'il est lui-même et en fonction de son équipe, de ses contraintes. Il n'y a pas de bonne façon de vivre le réenchantement. Vivre le réenchantement, c'est peut-être être créatif. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de bonne réponse et de mauvaise réponse. Par contre, il y a quelque chose qui doit rejoindre tous ces projets de réenchantement, c'est l'envie de montrer, de faire vivre aux équipes et aux enfants des moments où ils vont pouvoir être pleinement eux-mêmes et se construire de façon globale et de façon durable aussi. Que ce ne soit pas juste un petit plaisir, comme on a des plaisirs un petit peu, voilà, que ce soit quelque chose de plus profond que ça. Après, je ne sais pas comment dire ça. Essaye tranquillement. Ouais. Peut-être aussi c'est plus facile de démarrer avec des projets qui sont plutôt modestes. C'est-à-dire que nous, par exemple, cette année, quand on s'est emparé de l'invitation, on s'est dit très clairement, on a peu de temps, donc on va faire petit. Mais on va faire petit qui a du sens. Voilà. Donc peut-être que sur le vendredi de la fraternité, le premier là qu'on va faire cette année, ça touchera tous les enfants, ça c'est sûr, mais ça touchera peut-être pas tous les parents. Ça touchera peut-être pas tous les moments de la journée non plus. Il y a peut-être des classes où on le vivra plus longtemps que d'autres, de façon plus intense que d'autres. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être entré dans une sorte de démarche sur laquelle, par contre, on est tous d'accord. Après... Ça veut dire que tu continueras ? Ça veut dire qu'on va vivre ce premier vendredi d'une façon modeste, mais ça, c'est décidé par l'équipe. Hein. On a décidé de ne pas faire un énorme événement, voilà. C'est pas ça, c'est quelque chose de modeste, mais surtout qui a du sens pour les enfants, pour lequel c'est pas aujourd'hui il y a eu ça à l'école, mais je comprends pas bien ni pourquoi ni comment, parce que des fois c'est un petit peu ça, hein, ils savent pas bien pourquoi on a vécu les choses. Hein. Et c'est surtout de se dire qu'après cet événement-là, on va pouvoir relire ce qui s'est passé en concertation pour se dire, bon alors, ça s'est passé de telle et telle façon, qu'est-ce qu'on imagine pour l'année d'après, quels moyens on a envie de mettre, hein, des moyens en temps, hein, des moyens pour continuer. Mais oui, moi mon but bien sûr c'est forcément de continuer, mais je ne peux pas déjà prévoir de la façon dans laquelle ça se continuera parce que je ne sais pas exactement comment ça va se passer, et puis surtout je ne connais pas le retour que feront les enseignants en concertation et surtout les enfants pendant le conseil des enfants. Parce que ce qui serait important, c'est de se baser sur les enfants pour dire comment vous avez vécu les choses, et vous, à votre tour, si vous deviez organiser une journée comme ça, qu'est-ce que vous proposeriez? Alors, dans la démarche que nous propose Pascal Balmand, il y a un peu une double dimension de s'inscrire dans le temps, tu viens de le dire, et puis aussi de s'aider mutuellement. Et de dire, le réenchantement, c'est pas un fusil à un coup, c'est même pas un fusil. Mais alors du coup, de quoi tu aurais besoin, toi, ou vous, hein, en tant qu'équipe, et qu'est-ce que tu attends de la démarche pour soutenir ce que vous voulez faire? Si tu attends des choses, je ne sais pas. Alors sur les finalités du projet, moi j'ai l'impression d'être plutôt au clair. Je trouve que les textes qu'on a eus sont bien explicites, j'ai pas de besoin à ce niveau-là. Par contre, même si là, à Cabrini, on travaille plutôt de façon horizontale en essayant, pour construire un projet, de travailler les uns avec les autres, c'est toujours enrichissant d'apprendre ce qui a pu se faire dans d'autres établissements, ce qui se vit dans d'autres établissements. Et je dirais pourquoi pas vivre des moments de fraternité en relation avec les autres établissements. Parce qu'on a tendance à fabriquer les choses un peu dans l'entre-soi. Bon, c'est plutôt confortable, c'est plutôt pratique, il faut le reconnaître. Pourquoi pas déjà prendre des décisions dans ces vendredis de la fraternité qui permettent après
de vivre ça au quotidien, c'est-à-dire de se dire on a bien aimé vivre ce moment-là, par exemple des CP qui disent on a bien aimé quand les CM2 sont venus nous lire des histoires, c'est trop triste de le faire une fois par an, pourquoi est-ce que ce serait pas pour tous les vendredis ou je sais pas, enfin bon. Voilà, le revivre dans le temps, ce serait une bonne chose. Ensuite, peut-être l'élargir avec des établissements qui sont proches de chez nous, ou l'histoire de la maison de retraite, pourquoi pas leur faire à d'autres moments de l'année, ou inviter après les personnes âgées à venir le jour de la fête de l'école pour écouter la chorale, ou je sais pas. Essayer aussi forcément que ce jour-là puisse... dans les moments où on organisera des choses, que ça puisse rejaillir à d'autres moments de l'année et sur d'autres personnes.